Mesdames et messieurs, bonsoir et nous nous excusons pour ce léger retard apporté à la diffusion de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les adieux de la représentante du ACR au terme de sa mission dans notre pays. Pour la première fois, les Mourabitoun qualifiés aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations. Plusieurs membres du gouvernement poursuivent leur visite d'information et de prise de contact à l'intérieur du pays. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, nouveau roi des Belges, à l'occasion de son accession au trône. Dans ce message, le chef de l'État s'est dit persuadé que les relations d'amitié et de coopération existant entre notre pays et la Belgique continueront à se renforcer, à s'enrichir davantage sous l'impulsion de Sa Majesté dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples amis. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui Nada Assad Merheb, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au terme de sa mission dans notre pays. Et au sortir de l'audience, la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. Son Excellence le Président de la Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, m'a accordé une audience à l'issue de la fin de ma mission en Mauritanie. Aussi, je saisis cette occasion pour présenter mes sincères remerciements à Son Excellence pour m'avoir fait l'honneur de me décerner une décoration qui symbolise l'excellente relation de collaboration qui prévaut entre les autorités mauritaniennes et le HCR. C'est grâce à cette collaboration que le HCR peut réussir dans sa mission. Le rapatriement de plus de 24 000 réfugiés mauritaniens du Sénégal et leur réinsertion n'aurait pas été possible sans l'engagement et les efforts déployés par les autorités mauritaniennes pour encourager et faciliter le retour de ces citoyens dans des conditions dignes et sécurisées. Au nom du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres, je salue la volonté des autorités et du gouvernement mauritanien et l'appui fourni au HCR qui a permis la clôture définitive du dossier de rapatriement du Sénégal. Par cette grande réalisation, la Mauritanie a marqué l'histoire. En même temps, la Mauritanie a ouvert ses frontières pour accueillir sur son sol plus de 75 000 réfugiés maliens et leur fournir asile, protection et assistance. En plus de ce geste humanitaire, la Mauritanie continue de veiller à la garantie des droits des réfugiés dans le respect des normes et standards établis par les conventions internationales. Le succès du rapatriement, la réinsertion de plus de 24 000 Mauritaniens et l'efficacité de la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en Mauritanie témoignent du profond respect et de l'engagement moral du président et du gouvernement mauritanien pour l'action humanitaire. Au nom du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, j'adresse mes sincères remerciements à la Mauritanie et à son peuple pour l'honneur accordé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En ce mois béni de Ramadan, j'adresse à la Mauritanie tous mes meilleurs vœux de paix et de prospérité. Du sport à présent, la Mauritanie a battu hier soir sur la pelouse du complexe olympique de Nouakchott le Sénégal par le score de 2-0. Un match retour comptant pour les phases éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations des locaux en présence du président de la République, Mohamed Abdelaziz. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations de la poule A, zone ouest, dont les phases finales sont prévues en 2014 en Afrique du Sud. C'est un compte-rendu de Cheikh Sid Ahmed Taban.
Nombre d'habitudes n'ont pas fait de détails face à une sympathique formation sénégalaise. Un match plaisant où les prouesses techniques ont impressionné le public qui s'attendait à un sursaut, même tardif, des protégés de Patrice Neveu. À la 44e minute de la première mi-temps, Moulay Ould Bisma marque le premier but des Mourabitoun suite à un contre mené de la gauche vers la droite par les attaquants des Mourabitoun. D'un tir vicieux, le même Moulay trompera la vigilance du quartier Khadim Ndiaye qui ne vit que des braises. Les coéquipiers de Souleymane Diallo maintiennent la pression jusqu'à la première mi-temps. À la reprise, nos Mourabitoun investissent le camp adverse sans toutefois concrétiser les occasions nettes. Les poulains de Dembara Matandiaye se regroupent en défense, annihilent toutes les velléités des Mourabitoun, tournent et menacent la défense et taquinent le portier mauritanien. À la 60e minute, l'équipe nationale stabilise son rythme et pose le jeu. Les coéquipiers de Patrice Gomis commencent à cafouiller. Le but de la délivrance sera marqué par Mohamed Takuladen à la 58e minute. Une équipe des Mourabitoun qui l'aura bien mérité pour avoir bien joué, pour avoir menacé l'adversaire, pour avoir peut-être tardé à agir. Ce fut à la 44e et à la 58e, ce fut également la victoire pour les Mourabitoun. Après donc cette victoire des Mourabitoun face à l'équipe du Sénégal, Nouakchott était en effervescence. Les Nouakchottois sont sortis nombreux à pied ou à bord de véhicules pour exprimer leur joie et ainsi soutenir les Mourabitoun après cet exploit qui ouvre désormais le chemin vers l'Afrique du Sud. Et les populations, pour la plupart éprouvées par le Ramadan, ont quand même célébré cette victoire. Les dernières minutes du match Sénégal-Mauritanie passaient pour des heures pour l'ensemble des Mauritaniens qui étaient suspendus au coup des sifflets de l'arbitre. À peine ce dernier eut-il sifflé la fin de la rencontre que des milliers de citoyens prirent d'assaut les avenues de la capitale pour laisser exploser leur joie. Des foules en liesse, à pied ou dans des véhicules, portaient des couleurs nationales et levaient les doigts en signe du jeu de la victoire. Une ambiance festive qui va se poursuivre toute la soirée de ce 12e jour du mois béni de Ramadan. Cela fait des décennies que les Mauritaniens n'ont pas connu une pareille joie. La dernière remonte à 1995, lorsque nos Mourabitoun se sont qualifiés pour les finales du tournoi amical Cabral. Hier, ils s'arrachaient notre micro pour exprimer leurs sentiments de remerciement et de considération à notre 11 national et pour leur dire un grand merci. Cette victoire de nos Mourabitoun, notre peuple l'attendait et l'a souhaité depuis longtemps. Lassé et découragé de voir notre équipe nationale éternellement absente des compétitions internationales. Aujourd'hui, il espère que l'ère des défaites successives est révolue et que désormais les Mourabitoun, forts de l'intérêt qui leur est accordé en termes de traitement et de renforcement de leurs conditions de préparation, mettront tout en œuvre pour hisser davantage plus haut les couleurs nationales. Après cette qualification, Patrice Neveu et son staff vont désormais se concentrer à la préparation des phases finales de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations Zone Ouest, prévue l'année prochaine en Afrique du Sud. La qualification des Mourabitoun aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations a été également célébrée à Nouadhibou avec la même ferveur. C'est ainsi que les habitants, dans un élan patriotique, ont pris d'assaut les artères de la capitale économique à pied ou à bord de véhicules pour exprimer leur joie et leur solidarité envers leur équipe.
Et pour vous éclairer davantage sur ce match historique et le chemin parcouru par les Mourabitoun jusqu'à ce succès, nous avons invité ce soir M. Patrice Neveu, entraîneur de l'équipe nationale. Monsieur l'entraîneur, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, en voyant cette ferveur dans les rues de Nouakchott et de Nouadhibou, quel est votre sentiment? Il y a une belle émotion, je dirais, et je partage là présentement, je dirais en direct, tous ces mouvements de foule qui sont vraiment extraordinaires, et c'est aussi pour moi toute la beauté de mon métier. D'accord. Alors vous êtes arrivé en Mauritanie il y a 18 mois, sans faire un état des lieux du football mauritanien. Est-ce qu'il était possible d'envisager un tel succès, la qualification des Mourabitoun pour les phases finales du championnat d'Afrique des Nations? Est-ce que c'était possible? C'était une chose facile? Pour ma part, après avoir été contacté par le président Ahmed Yahya, président de la fédération, je suis rendu sur place en Mauritanie pour voir évoluer un petit peu les équipes du championnat. Et après discussion, j'ai pris la décision, oui, de m'engager avec le pays. Donc présentement, j'avais bien pressenti, je dirais, les qualités footballistiques très intéressantes chez tous les joueurs qui participent dans le championnat de première division et de deuxième division. Et parti de là, je m'étais dit que la mission était certes rude, mais possible. C'est possible. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli votre mission? Autrement dit, est-ce que vous comptez poursuivre avec les Mourabitoun au-delà du CHAN 2014? Mission accomplie, ma mission c'était de donner, je dirais, à la Mauritanie sa véritable place, je dirais, sur l'échiquier du football africain et mondial. Bon, je dirais qu'avec la victoire de nos joueurs hier, on a débloqué une première situation. Je dirais que de participer au CHAN, ça va permettre d'avoir voir la Mauritanie, je dirais sur l'échiquier africain et surtout une visibilité aussi mondiale. Maintenant, après, il y a d'autres échéances aussi qui sont la Coupe d'Afrique des Nations, avec les joueurs mauritaniens qui évoluent à l'étranger. Est-ce que vous serez là? Bon, Sachant que votre contrat finit en janvier 2014, si je ne m'abuse. Après, je dirais que ce sera après discussion avec mon président de fédération et les autorités étatiques que je pourrais prendre ma décision. Vous serez preneur? Je dirais que le projet m'a séduit au départ, donc maintenant la machine est lancée, mais je dirais que, comme vous le savez, je ne suis pas nouveau sur le continent africain, j'ai baroudé dans quelques pays avec qui j'ai fait des grandes compétitions, et que bien évidemment je resterai bien sûr ouvert à ce que j'ai commencé à mettre en place, mais que je ne peux rien certifier non plus. Je dirais que j'apprécie beaucoup la Mauritanie, j'y donne beaucoup de mon temps, j'y prends beaucoup de plaisir, je reçois beaucoup puisque les gens sont aussi très accueillants. Mais après, je dirais qu'il est trop tôt pour moi pour me positionner. 2-0, à l'aller, le score était de 1-0. Alors, je suivi le match à la télévision. Alors, il y avait du suspense, parce que les Sénégalais ne se sont pas laissés prendre dès le début. Alors, 1-0 à l'aller, il fallait donc remonter ce score. Est-ce que vous étiez confiant? 1-0 à l'aller, la Mauritanie a marqué 1-0, puis un deuxième but. Avant le deuxième but, quel était votre état? Vous étiez comme avant le match, j'avais dit à mes joueurs qu'il ne fallait pas non plus mettre de pression supplémentaire. L'objectif, c'était déjà de revenir à 1-0. On savait qu'à 1-0 sur les 90 minutes, on avait la possibilité d'aller au pénalty et de gagner au pénalty. Donc l'objectif, c'était la qualification. Donc il fallait rester bien organisé et avoir une bonne stratégie de jeu pour prétendre, je dirais, à la qualification. Après, la situation s'est débloquée, comme vous l'avez dit, en fin de première mi-temps. Donc nous étions à 1-0. Bon, manifestement, j'ai compris qu'il fallait bien rester en place. Mes joueurs étaient dans de bonnes dispositions. Les joueurs sénégalais, le collectif sénégalais était quand même en plein doute. Et que, à force de travail et de déplacement et de percussion, on devait pouvoir arriver à mettre ce deuxième but. Bon, avec quelques retouches aussi, je dirais, tactiques, parce qu'il faut toujours rester très attentif et voir ce qu'on peut apporter au cours d'un match.
Et je pense que les rentrants ont apporté aussi ce que j'ai escompté. Et ça s'est bien terminé, je dirais, par un magnifique deuxième but et une belle qualification. Oui, alors est-ce qu'on peut dire que ce match retour, vous l'avez remporté en travaillant sur vos erreurs du match aller? Est-ce que c'est faux? Les erreurs du match aller, s'il y a des erreurs, bien sûr qu'on a pris en considération l'adversaire. Oui. Bien sûr qu'on a modifié notre plan de jeu. Comme vous avez pu le voir, j'avais dit à mes joueurs qu'il fallait gagner 10 mètres dans le terrain, autant défensivement qu'offensivement, c'est-à-dire qu'on a vu Tagli marquer sur la fin. Bon, ça c'était travaillé bien sûr aux entraînements, mais on a aussi, je dirais, derrière nous notre vécu, notre préparation qu'on a pu faire depuis 1 an et demi que je suis là, et que bien évidemment sur des matchs capitaux comme celui-ci, ça compte aussi l'expérience des matchs passés. Que ce soit en Libye, en Algérie, en Guinée, en Gambie. Bon, tous ces matchs aussi qu'on a fait en Égypte, en Iran au début, qui nous ont causé des défaites, mais je savais qu'il fallait passer par là pour forger un mental et donner du punch à l'équipe. Et que, bien sûr, que le résultat final nous donne beaucoup de satisfaction. Alors vous l'avez dit, vous êtes passé par plusieurs pays africains. Alors pour le cas de la Mauritanie, quel est l'avantage concurrentiel que la Mauritanie, le paysage footballistique mauritanien offre, que vous n'avez pas trouvé ailleurs? Enfin, sinon, s'il y a une spécificité mauritanienne par rapport justement au sport. Oui, complètement. Je dirais, moi, curieusement, lorsque je suis arrivé, j'ai bien pris soin J'étais très étonné d'ailleurs de voir que le pays, on n'avait jamais compétit dans les grandes compétitions africaines. Donc j'ai essayé, avant de signer, de percevoir la raison, en tout cas. Je me suis dit qu'il y avait un potentiel jeune et de joueurs solides, des bons gaillards, comme on dit, des bons athlètes, avec un bon mental, et que manifestement, il devait y avoir des points qui n'avaient pas été travaillés auparavant et qu'il fallait vraiment s'y mettre ardemment. C'est ce que j'ai fait avec ma fédération, avec le soutien bien sûr de l'État, et que, à force de travail, à force de répétition, je pense que l'équipe a démontré, je dirais, un vrai visage, avec certes de la qualité technique, même s'il ne faut pas s'enflammer, on a encore à travailler, avec un bon mental et avec un bon physique aussi, et qui sur ce match-là, mon équipe a fait mieux que rivaliser aussi physiquement avec les Sénégalais, qui sont quand même, je dirais, une très très grande nation de football. Oui. Alors, monsieur Neveu, alors qu'est-ce qui va changer maintenant, c'est ma dernière question, au plan international, pour la Mauritanie sur le plan footballistique? Qu'est-ce qui va changer à travers cette victoire, la qualification des Mourabitoun au CHAN? Mais je dirais que modestement, maintenant, on rentre dans la cour des grands au niveau du continent africain, puisqu'il va falloir préparer, je dirais, ce championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en Afrique du Sud. Donc le drapeau mauritanien flottera bien là-bas en Afrique du Sud, donc il faut bien y figurer. Ça veut dire refaire des matchs, retrouver des confrontations contre des adversaires qualités diverses, afin encore d'améliorer mon équipe. Et puis je dirais aussi l'élan qui devra être donné, maintenant que la machine est lancée, c'est de préparer les joueurs qui évoluent, je dirais, à l'étranger. Il y a des joueurs mauritaniens de qualité qui évoluent en Europe, qui évoluent en Afrique, qui doivent aussi nous permettre d'avoir une équipe nationale A compétitive. Bon, je l'avais dit pour les locaux au départ, en début de mission. Bon, je pense que j'étais pas compris de tout le monde et les gens ne me croyaient pas obligatoirement. Je pense qu'à force de travail et avec une belle organisation, la Mauritanie n'a rien à envier aux autres nations, bien au contraire, mais qu'il faille continuer à rester sur cette dynamique. Et que prochainement, on doit continuer à, comme vous le savez, il y a les dates FIFA, il faut absolument qu'on joue à ces dates-là pour gagner des points en classement FIFA encore, et puis continuer à faire progresser cette équipe et à mettre en place, je dirais, l'équipe A, qui, je l'espère, participera à la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu au Maroc. Alors, en une seconde, un mot à l'attention de nos téléspectateurs amateurs du football et de tous ceux qui ont soutenu hier les Mourabitoun. Un mot. Un grand merci pour leur soutien, un grand merci pour avoir, je dirais, été, malgré toutes les difficultés, derrière notre équipe nationale, et puis leur dire que
que vraiment je suis vraiment personnellement moi très très touché de leur sympathie à mon égard. Je leur remercie beaucoup et que le meilleur reste à venir pour eux parce qu'ils ont une belle jeunesse, une belle nation de venir et qu'en continuant à travailler avec méthode, il y aura d'autres joies et d'autres belles soirées pleines de bonheur. Merci, Monsieur Neveu. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec Patrice Neveu, c'est donc l'entraîneur de Mourabitoun, qui a donc qualifié notre équipe nationale pour le CHAN 2014 en Afrique du Sud. Et pour être complet sur cette page sportive dans ce journal, je vous rappelle que vous pourrez suivre justement une émission à la fin de ce journal consacrée justement à la victoire des Mourabitoun. Voilà, merci Monsieur Patrice Neveu et félicitations. Merci. La suite du journal, une page nécrologique. Notre confrère Abdoulaye Mahmoudba, présentateur vedette du journal arabe à la télévision de Mauritanie, n'est plus. L'événement est survenu ce dimanche, aux premières heures de la matinée, suite en malaise cardiaque. Petit incident technique. Bon. La suite du journal, le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Ahmed Oulbahia, a visité et a effectué une visite d'information et de prise de contact au niveau des établissements pédagogiques du Gorgol relevant de son département. Le ministre a, au cours de cette visite, de cette étape de sa visite, effectué notamment des arrêts pour s'enquérir de la situation des installations et établissements d'enseignement à l'Ixeïbaan et à Mbout. La wilaya du Gorgol a constitué la nouvelle étape de la tournée qu'entame actuellement le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans les différentes wilayas du pays pour s'enquérir du déroulement du travail dans les services relevant de son département. Ici, le ministre d'État s'est rendu dans plusieurs écoles primaires, les collèges et les lycées de cette ville. Dans les différentes étapes de cette visite, le ministre a écouté des explications détaillées sur les méthodes de travail appliquées dans ces services publics et sur les prestations qu'ils présentent. Il a également exhorté les responsables de ces services et établissements pédagogiques à s'occuper de la maintenance des installations et à leur préservation en qualité de patrimoine national dont doivent bénéficier les générations futures. À la fin de la visite, le ministre d'État a tenu une réunion avec les édits, les notables et les parents d'élèves de la wilaya, au cours de laquelle il a expliqué la politique générale du département visant à améliorer sa qualité, à adapter l'offre avec la demande en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, ainsi que sa modernisation pour qu'il réponde aux exigences du développement du pays. M. Ahmed Oulbahia a rassuré l'assistance au sujet de l'enseignement en disant qu'il se porte au mieux et s'améliore année après année. C'est ainsi, précise-t-il, que le taux de succès a augmenté au niveau des examens nationaux, en particulier au niveau du fondamental, où le taux de réussite en première année du collège a évolué de 30% pour atteindre 55%. De même, le taux de réussite au niveau du brevet et du bac a augmenté lui aussi. Sur le plan de l'amélioration des niveaux des élèves, M. Ahmed Oulbahia a encore dit que l'État étudie un mécanisme permettant de le relever à travers des primes substantielles accordées aux enseignants qui font les heures supplémentaires pour renforcer les capacités des élèves dans les matières de base. À Rosso, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé l'ouverture d'un séminaire de formation au profit des imams et cheikhs de Mahadra, liés par contrat avec le projet d'appui à l'enseignement originel dans les wilayas de la vallée. Après ceux de Dakhlet Nouadhibou, c'est au tour des imams au niveau des wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimacha de suivre une formation organisée à leur profit par le ministère des Affaires islamiques de l'enseignement originel. Cette formation, qui entre dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement originel, vise à aider les imams à contribuer à l'ancrage des bonnes valeurs et à propager la culture de la paix, à appuyer l'international, à lutter contre la division, l'extrémisme et le dérapage. Au cours de son séjour à Rosso, le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel, qui a présidé l'ouverture de cet atelier, a aussi tenu une réunion avec les élus, les cadres et notables, ainsi que les représentants de la société civile. Au cours de cette réunion, Ahmed Oulnini a fait un exposé sur l'activité gouvernementale et les réalisations accomplies par son département. Il a cité à titre d'exemple la création de l'université islamique, l'impression du Mashaf Sharif, l'ouverture de la radio du Saint-Coran en plus de l'exposition
des missions de prêche dans certains pays africains amis pendant le mois béni du Ramadan. Le ministre a aussi répondu aux questions et demandes d'éclaircissement des intervenants portant sur divers aspects de la vie du citoyen. Enfin, le ministre a donné à Rosso le coup d'envoi des opérations Iftar Saïm et visité deux mahadras pour l'enseignement du Saint-Coran dans la ville de Rosso. Destination à présent, le Hod El Charqi et plus exactement l'arrondissement de Mbeket Lawash où les ministres du commerce et de l'équipement se sont réunis avec les populations de la Muqata. Bamba Ould Darman et Yahya Ould Hademin ont passé en revue devant les habitants les nombreux projets mis en œuvre par le gouvernement pour désenclaver cette zone et améliorer les conditions de vie des populations. Au niveau de la capitale, le ministre du Pétrole, des Mines, a effectué une visite d'information pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction d'une centrale électrique d'une capacité de 120 MW au nord de la capitale. Et à l'issue de cette visite, le directeur de l'énergie a fait le point sur l'état d'avancement du projet. Je vous propose de l'écouter. Le ministre Taleb Ould Abdival a effectué aujourd'hui une visite de prise de contact sur pour vérifier l'état d'avancement du projet de centrale de 120 MW qui est financé par la Banque islamique pour le développement et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Le contrat a été signé en octobre 2012 et la durée d'exécution est de 2 années. Et donc le projet devrait être réceptionné en octobre 2014. Il est prévu une extension de ce projet pour porter les 120 MW à 180 MW qui serait également financé par la Banque islamique pour le développement. Ce projet va couvrir les besoins de la Mauritanie, aussi bien domestiques que industriels et miniers, et le surplus sera évacué vers le Sénégal et le Mali, dans un premier temps 80 MW et ultérieurement en fonction des capacités plus. Au Brakna, le ministre du Développement rural s'est enquis de l'état du barrage d'Agoinit dans la commune de Ouadmour, à 30 km de Makdalajar. Au cours d'une rencontre avec les populations, le ministre a expliqué que le projet d'Agoinit joue un rôle vital dans le développement de l'agriculture et la disponibilisation de l'eau potable dans la zone de l'Aftout où les eaux souterraines sont rares. Dans le cadre de la tournée qu'entreprend actuellement dans les wilayas agro-pastorales, le ministre du Développement rural a visité la digue de protection d'Agoinit relevant de la commune de Ouadmour dans la wilaya d'Ibrakna. Cette infrastructure qui profite à plus de 200 familles et dont le périmètre est de 966 mètres sur une hauteur de 3 mètres a été entièrement réhabilitée par la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux, SNAT. Sur place et en présence des populations, le ministre du Développement rural a souligné que l'objectif de cette visite est de s'assurer que les projets et aménagements agricoles sont prêts avant la campagne agricole, précisant que le barrage d'Agoinit joue un rôle important dans le développement agricole et dans la fourniture de l'eau potable dans la zone de l'Aftout. M. Ibrahim El-Mbarak El Mokhtar a appelé les populations à exploiter ces barrages et à accélérer leur enrôlement, soulignant que les élections se dérouleront dans les prochains mois. Il a abordé les voies et moyens suivis par les gouvernements en vue du développement de l'agriculture et de l'élevage pour les intégrer dans le cycle économique. Il a en outre énuméré les réalisations accomplies dans le domaine agricole, précisant que la campagne risicole d'été a connu une nette expansion des périmètres cultivés qui ont atteint 15 000 hectares au lieu de 5 000 au cours des années précédentes. Le ministre a également souligné les différents progrès réalisés dans les différents domaines de la vie économique et sociale du pays, notamment ceux liés directement à la vie quotidienne des citoyens. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite d'information et de prise de contact au niveau des chantiers de la campagne géophysique qu'entreprend le département à l'est d'Ayoun pour la prospection de sources hydriques en vue du renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville. Le ministre a à cette occasion écouté les explications détaillées et présentées par les techniciens sur les méthodes suivies dans cette opération de recherche et de prospection.
Ici à Nouakchott, la société de transport public vient d'introduire dans le circuit une nouvelle série de gros bus au niveau des différentes lignes de la capitale. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts de la société visant à combler le déficit constaté récemment au niveau du transport urbain dans la ville, consécutif à la réforme en cours dans le secteur. La société a acquis tout récemment 50 gros bus qui vont être lancés dans les lignes de transport urbain de la ville de Nouakchott pour répondre à la demande croissante en moyens de transport. Et pour terminer, l'Union des forces du progrès a tenu aujourd'hui dans son siège une conférence de presse au cours de laquelle son président Ahmed Ould Maouloud a livré les résultats de la mission que leur parti avait dépêchée dans la Moukata de Kaïdi. Il a indiqué que la mission avait pour but de contribuer au rapprochement des points de vue des habitants de la Moukata. Mohamed Ould Maouloud a à cette occasion présenté ses condoléances à la famille de notre confrère Feu Abdoulaye Mahmoudba ainsi qu'à la famille du Feu Abdoulaye Ould Kori, membre de l'UFP. Le président de l'UFP a aussi félicité l'équipe nationale pour sa qualification aux phases finales du CHAN, considérant que cette victoire est la preuve que d'autres succès peuvent être réalisés dans d'autres domaines. Ainsi donc s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les adieux de la représentante du HCR au terme de sa mission dans notre pays. Pour la première fois, les Mourabitoun qualifiés aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations. Plusieurs membres du gouvernement poursuivent leur visite d'information et de prise de contact à l'intérieur du pays. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez en compagnie de Tislim Miltaqi. D'ici là, excellente suite de nos programmes.